Alexis Vassiliev. Je crois que vous allez prochainement donner un concert à Paris. Vous pouvez en dire deux mots? Oui, le 11 octobre ici au village Corse, donc je vais chanter Alors, c'est à Paris dans le 12e, allée Vivaldi. Oui. Donc c'est pas loin du métro Montgalais ou Doménil. Oui. Donc vous allez donner un concert. Quel est le programme? Le programme est... Donc je vais commencer justement par musique du XVIIe siècle, XVIIIe, musique baroque. Et après, à deuxième moitié, je vais plutôt passer à la musique russe. Parfait. Alors, venez nombreux soutenir un vrai artiste, car c'est une forme du combat que nous devons continuer à mener, car la culture aussi est un combat. Tout à fait, pas seulement soutenir, mais participer, parce que ça, c'est amusant, c'est ludique, parce que je déteste de faire ennuyer les gens et s'ennuyer moi-même lors les concerts que j'écoute, donc j'évite de faire ça quand je suis sur scène. Vous êtes déjà venu dans mon cercle, je crois, il y a un peu plus d'un an. Ça s'appelait à l'époque Cercle de l'Aréopage, maintenant le retour au réel. Vous étiez venu présenter, disons, le secret du chant, et montrer que le chant était une introduction, en quelque sorte, à la vie spirituelle. Évoquez très rapidement votre art. Je crois que c'est pas en quelque sorte entrer dans la vie spirituelle, mais c'est réellement entrer dans la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, c'est quoi? C'est pas les élucubrations et c'est pas notre pensée, mais c'est le contact entre l'esprit et le corps, le contact vivant. Et le chant est très très propice pour cette activité. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui chante et qui apprend à chanter, ou bien qui chante pour soi-même, ou bien qui apprend le métier, il est porté vers ces relations entre l'âme et le corps. Donc le monde invisible est visible. Donc tout ce qui est invisible devient audible dans notre métier, et c'est immédiat, c'est instantané, c'est présent. C'est-à-dire que dans notre métier, on voit tout de suite le passé et le futur dans le présent. Donc chanteur, c'est quelqu'un qui convertit l'énergie fine à l'énergie brute. Et le contraire, l'énergie brute s'évapore dans l'énergie fine, et vice-versa, ainsi de suite. D'ailleurs, les vieux traités de l'Antiquité qui avaient pour titre des musica, de la musique, c'était pas des traités de solfège, c'était plus des traités de philosophie. La recherche de l'harmonie. Tout à fait. Et la recherche est réelle de l'harmonie, parce que on s'harmonise en faisant le chant, c'est-à-dire on harmonise l'espace autour de nous et on change l'air qu'on respire, en fait. Et les gens qui participent à ça, c'est les gens qui cherchent aussi son chemin. Et il n'y a pas beaucoup d'activités à nos jours, dans notre civilisation malheureusement, qui nous amènent à ça, parce que on est trop cérébraux et pas assez psychophysique. C'est-à-dire qu'il faut être psychophysique dans cette activité, c'est obligé. Donc c'est une espèce de yoga sonore, c'est-à-dire que on s'élève grâce au... Mais il faut connaître le métier pour faire ça. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Le chant sauvage n'existe pas. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et il faut apprendre de la naissance. C'est une langue. C'est une langue, et pas seulement langue, mais c'est une activité. C'est une activité qui est réellement difficile à acquérir, et il faut beaucoup d'efforts. Et c'est pas facile. Et donc je vois comme professeur du chant, parce que j'enseigne pas mal, je vois que les gens découvrent, quand ils découvrent ça, ils se font surprendre. C'est qu'ils me disent souvent, c'était pas vraiment ce qu'on a pensé. Donc, alors vous êtes russe? Je suis d'origine russe, naturalisé français. Oui, ça c'est... Vous êtes russe en fait? Oui, je suis né en Russie, oui. Est-ce que vous voyez une spécificité du vieux chant russe par rapport, disons, au chant occidental? Oui, oui, parce que le chant russe, je crois qu'il est plus enraciné dans le corps, et c'est pour ça que certains occidentaux perçoivent le chant russe comme guttural.
mais en fait, la langue russe n'est pas gutturale et le chant russe n'est pas guttural. C'est plutôt vers l'est, c'est vers Buryat, vers le Japon, vers ces eaux-là que le chant devient plus guttural. Et d'ailleurs, là-bas, on pratique la technique diphonique, c'est-à-dire deux voix en même temps. Tandis que le chant russe, c'est le chant acoustique, c'est-à-dire qu'on utilise les résonances de notre voix pour chanter. C'est la seule différence que vous voyez. Oh, mais un placement de l'esprit aussi dans le corps. Oui. Plus d'enracinement. Vous ne voyez pas que même la musique, par exemple, si on pense à la musique 18e, 19e, occidentale, religieuse, elle est profane par certains aspects. Alors que le chant russe, même profane, a un enracinement religieux évident. Et c'est peut-être une des caractéristiques de l'âme russe. Oui, parce que l'âme russe, en fait, elle aime souffrir. Et l'âme occidentale n'est pas portée vers la souffrance délibérément. C'est-à-dire que c'est une grande question parce que la souffrance est considérée en Occident comme quelque chose de... comme une maladie. Tandis qu'en Russie, on souffre délibérément et je crois que ressentir la douleur, c'est ça qui est la différence principale, je crois, entre l'Occident et la Russie, parce que on n'est pas, les Russes ne sont pas les masos et pas sadomaso, mais c'est, en fait, ça éveille l'esprit, je crois, en quelque sorte, et ressentir aussi la joie comme antithèse, la joie. C'est pour ça que quand on ne ressent pas vraiment la douleur, on ne ressent pas vraiment la joie. Et il faut aller aux extrémités parce que l'activité du chant, c'est surpasser son corps, c'est aller rentrer et sortir l'esprit dans le corps. Donc sentir tout ça, et pas seulement sentir, mais pratiquer. Parce que c'est les ondes qui vous traversent. Et c'est comme, si vous vous baignez, vous rentrez dans la mer, il y a une vague derrière qui vous, pouf, qui vous couvre. Et vous devriez sortir de ça, c'est-à-dire pouvoir sortir. Et donc gérer les vagues sonores, notamment dans l'art du chant. Et vous chantez essentiellement du chant profane. Oh, c'est une très belle question parce que, en fait, comme vous avez évoqué, le chant russe, c'est séparé au chant profane et chant religieux. Et ça a été toujours ainsi parce que la Russie, au fond, elle était toujours païenne. C'est-à-dire que chrétienté en Russie, elle est venue s'installer, mais en Russie, il y a toujours ce fond païen qui fait que il y a plusieurs ethnies en Russie, il y a plusieurs religions. Les Russes, ils sont ouverts envers ça. Ils ne sont pas trop assis à la lettre. Tandis que donc, et c'est pour ça qu'il y a ce fond païen qui fait que le chant orthodoxe et le chant soi-disant profane, ils sont différents. Tandis que à l'Occident, comme je constate, au temps de Vivaldi, on a chanté la même chose et à l'opéra et à l'église. C'est le même langage. Mais je dirais peut-être vous n'abandonnerez pas dans mon sens que l'évangile, le christianisme a profondément marqué l'âme russe. D'ailleurs, la philosophie russe, encore aujourd'hui, elle est d'essence religieuse. Alors au XIXe siècle, c'était évident, théologie et philosophie sont étroitement liées. Et que le chant religieux, alors je ne parle pas celui des vieux croyants, qui est le chant monodique qu'on peut trouver dans les monastères, même le chant où on sent l'influence italienne, est profondément religieux. Qu'est-ce que c'est la religion? C'est religare, c'est-à-dire que relier les éléments. Disons on sent une quête mystique et non pas, comment dire, un divertissement. Si on pense à une certaine musique du 19e siècle, une certaine musique d'église, c'était très proche de l'opéra, c'était une musique d'agrément et pas forcément une musique sacrée. Alors qu'on a l'impression que même des chants profanes, on sent qu'ils sont presque transfigurés ou illuminés par ce Christ russe.
comme dirait Dostoïevski. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas que la musique russe qui pratique ça et qui évoque ça. La musique italienne, par exemple, c'est aussi très proche de ça. Ce qui compte dans la musique, c'est ce que vous voulez dire, quelle énergie justement vous voulez passer. Est-ce que l'énergie, c'est l'énergie de communication, la musique, c'est l'énergie de l'âme qui parle. Il faut pas oublier ça. Et comme vous avez bien évoqué justement ce que j'adore, ce que vous avez dit là, venez de dire là, décoratif, aspect décoratif qui est rejeté en fait souvent dans la musique russe, ce qui n'est pas le cas dans la musique occidentale souvent, et surtout 19e siècle, il a empiré la chose, et 19e siècle carrément décidé le destin de l'opéra d'aujourd'hui, en tous les cas au XXe siècle, décadence. C'est-à-dire parce qu'on est parti dans le décor dans le sens direct du terme, donc c'est-à-dire c'est décoratif. Mais alors que là, on sent dans la musique traditionnelle russe la profondeur, et vous écoutez un chant vieux slave, un chant mélodique ou un chant grégorien, on sent la parenté. La musique religieuse polyphonique 18e et plus récente, où on sent les influences allemandes ou italiennes, malgré tout, il y a un caractère typiquement russe. Parce que, pour préciser exactement votre demande, votre question, je vais vous dire que, à mon avis, la culture, qu'est-ce que c'est la culture? Qu'est-ce que c'est la culture? La culture, c'est la façon, pas seulement de penser, mais de vivre, et de manger, et d'exister, et la façon de recevoir Dieu. Mais comme dit saint Paul, quoi que vous fassiez, faites-le pour l'amour du Christ. Et on le sent très bien, disons, dans la culture russe. Et je dirais, ça peut vous surprendre, que même le communisme n'a pas été capable d'effacer cela. Non, pas capable. Mais parce que qu'est-ce que c'est le communisme? C'est une idée et tout le vécu. Alors, comment vous voulez que ça soit effacé? Puisque nous vivons en France ou en Occident, on pourrait dire que le libéralisme, la démocratie libérale, a fait plus de mal à nos cultures traditionnelles que chez vous, le communisme. C'est paradoxal ce que je veux dire. Ça a choqué. Ça ne me choque pas, mais je crois pas que c'est vraiment vrai parce que je crois qu'au fond, par exemple, nous sommes dans un village corse, hein, et donc moi j'adore les Corses, j'adore la musique corse. J'ai engagé au festival Sainte-Foy l'année dernière l'ensemble corse à Tracchio. Parce que ça fait partie de la même famille. Oui. C'est les musiques méditerranéennes, marquées par Byzance, exactement, par la Grèce, par les Georgiens aussi. C'est l'ancienne culture. Et vous êtes héritier de Byzance. Oui. Donc ça va le rapprochement est évident. Oui, absolument. Et je rappelle, ça m'est arrivé d'écouter quelques morceaux de chants slaves, enfin vieux slaves. On reconnaissait des mélodies grégoriennes. Exactement. Et oui, il y a une ancienne intonation qui est très proche dans la musique georgienne, dans la musique corse, c'est très proche. Et par extension, modale. Et par extension, les vieux chants russes. Donc c'est toujours la même source, c'est comme vous dites, les civilisations des trois mers, Méditerranée, donc Grèce et et mer Noire, la mer Noire. Donc tout ça remonte en Russie, évidemment, par les traditions, parce que la Russie est surnourrie de ces sources. Et ne serait-ce que tous les compositeurs du 19e, déjà, Rimsky-Korsakov, ne serait-ce que, où est-ce qu'ils ont puisé ces inspirations? Ils ont puisé là, dans le sud de la Russie, notamment, et en Grèce, et dans toutes ces sources, même en Perse, disons anciennes. Alors, à l'heure actuelle, est-ce que cette tradition est toujours vivante en Russie? Vous conservez un peu comme un bien patrimonial qu'on range dans un département d'un musée? C'est bien comme question parce que en fait ça touche toute la culture. Je crois que la culture à nos jours, elle est en train de devenir un objet de musée justement. Et moi comme chanteur, je suis contre ça parce que. Bien sûr. Mais est-ce qu'en Russie, vous n'avez pas échappé à ce danger? En partie, parce que les Russes. Alors c'est peut-être
ce qui oppose l'Occident décadent et la Russie. Oui, et d'où vient la décadence en Occident? C'est prendre à la lettre tous les arts, c'est-à-dire que ça se fait pas. Mais c'est pas ça. C'est pas uniquement ça. En Occident, l'Occident moderne ou postmoderne est marqué par la pensée, la philosophie des déconstructivistes. Donc il faut déconstruire. Il faut arriver au non-art. Ouais. Pour construire, il faut déconstruire, mais il faut jamais perdre le nord, hein. Il faut jamais la ligne de crête, c'est-à-dire que pourquoi on fait, et pas la chose en soi, c'est-à-dire que construire et déconstruire, pourquoi faire, pour instaurer quoi? Mais je pense que le monde moderne cherche, du moins en Occident, le néant, les non-valeurs, ou les valeurs qu'ils prétendent universelles, que ce soit les droits de l'homme, et ainsi de suite, ont été instrumentalisés pour arriver à un projet global d'un homme qui arpenterait le village planétaire sans avoir aucune racine. Et je pense, ou du moins j'espère, que votre pays résiste. Et c'est peut-être une des raisons de l'antagonisme entre la Russie ou la Sainte Russie et l'Occident, qui a tourné le dos à son passé chrétien, son héritage. On a l'impression qu'on vit dans un pays où on ne veut plus hériter, on veut être le fils de personne. Et le meilleur aboutissement, demain ou aujourd'hui, je ne sais pas, on va discuter à la Chambre des députés, la PMA, donc on va essayer de fabriquer des hommes sans père. C'est très symbolique. Oui, mais je crois que c'est partout le même problème, parce que c'est la civilisation qui veut ça. Je crois pas que la Russie spécialement ou la France spécialement, parce qu'en fait, je vois les catholiques aussi pas mal, et je vois que les catholiques, ils sont à cheval aussi sur les traditions et sur l'ancienne vision du monde. Donc je crois que la religion, n'importe quel pays, elle résiste à ces tentations néfastes, plus ou moins. Mais de toute façon, il faut bien dire que la culture, c'est des îlots, c'est pas général. Il n'existe pas la culture générale. C'est jamais, personne n'a élaboré la culture générale. C'est vrai, mais il y avait autrefois une culture populaire. Un illettré pouvait, surtout dans un monde où il y avait une civilisation de l'oral ou de l'oralité, le soir, devant la cheminée, on raconte des contes et légendes, on raconte des contes. C'est bien ce que vous dites, parce que c'est un aspect perdu de la culture actuelle, orale, parce que de bouche à l'oreille. Pourquoi ? Parce que la culture est devenue l'usine à gaz. C'est devenu une usine avec tous ces conservatoires qui veulent transmettre à tout prix donc ce qu'ils veulent transmettre. Mais en fait, on ne transmet pas grand-chose, parce que au fond, il faut transmettre l'esprit de la culture d'abord, et le métier. Alors la culture, qu'on le veuille ou non, si on regarde le mot, oui, c'est à la fois colérer, donc rendre un culte à Dieu, et en même temps cultiver la terre. Donc ça demande un effort, d'une part, un effort de la part de l'homme, et une reconnaissance d'une transcendance. Absolument, mais c'est une démarche. Oui. Mais ce qui ne va pas avec la civilisation actuelle, parce qu'à nos jours, on considère la culture comme un objet de musée, encore une fois, et on n'enseigne pas la méthode, comment aboutir. Je vois par exemple, je connais quelques artistes russes, mais dans vos écoles en Russie, dans les écoles des beaux-arts, on apprend à dessiner, la perspective, on apprend à sculpter. Vous allez en Europe, c'est fini. Il faut, comme à l'école, le maître, l'enseignant n'est plus un maître, c'est un animateur social. Il va occuper les enfants doivent découvrir par eux-mêmes, comme s'ils avaient une sorte de réminiscence, et on voit le résultat. Exactement. Parce qu'on ne touche plus aux enfants sous prétexte qu'il faut bien sûr qu'il faut qu'ils découvrent soi-même, mais sous l'œil d'un maître. Hein. Parce qu'il faut diriger, il faut absolument formater. Donc, mais on formate à la surface, mais on ne formate pas selon la méthode. Les enfants, c'est comme... on les apprend à parler quand même, hein, et à marcher, n'est-ce pas ? Et pourquoi on ne les apprend pas à chanter en même temps, en même âge ?
Et c'est pourtant ça qu'il faut faire. C'est pour ça, et on ricane souvent dans les écoles, je me souviens quand j'étais petit, on m'a appris à chanter dans la famille, mais pas à l'école. Parce qu'à l'école, il n'y a pas de méthode pour faire ça. Mais c'est une question... Ou alors des méthodes qui mènent à une impasse. Oui, parce que... Oui, c'est la même chose que pour l'apprentissage de la langue. Absolument. Soit vous avez une méthode syllabique, soit on voit des ensembles. Alors on reconnaît plus ou moins par instinct, mais le cerveau n'est plus capable d'analyser. Et on voit très bien qu'on arrive à un basculement de civilisation. C'est très difficile de basculer quoi que ce soit, je crois, sans méthode, parce qu'en fait, j'insiste là-dessus, parce que pour pouvoir faire bouger les choses, il faut vraiment avoir la force suffisante. C'est plutôt à la stagnation, parce que ça bouge pas Ou plutôt. une régression. Voilà. Ou régression, parce que pour pouvoir faire bouger les choses, il faut vraiment que les gens apprennent. Mais je vois... Vous pouvez trouver au siècle passé des paysans. Alors vous allez me dire que c'était rare, mais on en trouve, qui ont été capables d'apprendre l'allemand pour lire Goethe, l'italien pour lire Dante, le latin pour lire les grands auteurs, le grec pour lire les tragiques. Et d'ailleurs, qu'on ne l'oublie pas, ce paysan qui est devenu philosophe, c'est lui qui a sauvé pendant la guerre Simone Veil. Mais on ne pourrait pas imaginer un Bouvet ou un écolo d'aujourd'hui sous sa tente en train d'essayer de frotter sa cervelle contre la culture d'autres pays. Parce que c'est pas les mêmes intentions, c'est pas leurs intentions. Non. Ils écoutent la même musique, qu'on pourrait dire, infra-humaine qu'on trouve de New York à je ne sais pas où. On voit très bien qu'on veut une certaine massification. C'est ça. Mais est-ce que vous voyez beaucoup de la culture qui touche à nos jours, vraiment, qui touche un être, un être dans son être, Est-ce que vous voyez ça beaucoup, partout? Non, mais il y a quelques conservatoires ou des lieux où cette tradition est vivante. Alors comme le disait Gustave Thibon, la tradition est aussi inventive. Oui, évidemment, c'est que ça qui est. C'est ça qu'on oublie, nos progressistes nous reprochent d'être des passéistes. Mais non. On peut se servir de l'ordinateur, on peut se servir des moyens modernes, mais être fidèle à un héritage. Absolument. Et la tradition doit être critique. Absolument. Sélectif. Oui, bien sûr. Mais ça fait partie de la tradition, justement, la sélection. Et la sélection des efforts, ça vient de là. Là, on voit très bien qu'on arrive à une post-humanité, ou du moins une post-humanité qui est sur le point d'émerger, le transhumanisme. On sera le fils de personne, il n'y aura plus de réelle filiation, donc d'enracinement. Donc on sera le citoyen d'une utopie, du monde. Et c'est une tentation qui peut séduire une certaine jeunesse. Oui. Et le complément d'âme de cette société, ce ne sera pas la spiritualité, ce sera la drogue. Les paradis artificiels. Drogue, ça détruit un être humain, parce que c'est... Mais c'est le complément d'âme. Ça, disons... Regardez, les grandes liturgies, qu'est-ce que c'est? C'est les stades de foot, c'est d'autres représentants, oui, Madonna, des fous qui vont... Bon, c'est risible. Tout peut devenir drogue, c'est-à-dire qu'à l'époque, drogue était comme facteur pour initier, surtout l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, et d'ailleurs ça reste toujours. Et le thé, par exemple, je parle souvent comme ça, parce que le thé en grande quantité, ça peut être drogue, ça peut être vraiment destructif pour le corps humain. Donc tout en excès peut détruire ou réussir. Donc le drogue en soi, c'est inoffensif. Voilà, c'est ma pensée vraiment. Ce qui est mal utilisé, c'est très mauvais. Moi, je n'ai jamais touché à ça parce que je ne suis pas porté vers ça. Il y a les gens qui sont portés vers ça. Donc, ils utilisent ça modérément ou bien ils utilisent, je sais pas, non modéré. Le vin, par exemple, ce qui est permis donc ici en France. Donc, les gens qui utilisent beaucoup de vin, qui boivent beaucoup, donc ils sont détraqués. Donc, tout
demande une certaine maîtrise. Donc la culture, ça donne cette maîtrise. Pour moi. Pour revenir à la musique, on pourrait dire que la musique peut procurer à l'âme une certaine sérénité, une certaine paix, donc une certaine harmonie. Et on retrouve ici les idées de Platon, de Cicéron, Oui. ou d'un moine du Moyen-Âge, d'Arezzo, qui était un grand musicien. C'est-à-dire c'est lui qui a inventé la gamme. Oui, oui, Guido d'Arezzo. Qui était une magnifique hymne grégorienne. Oui, tout Mais à fait. quand on Oui. pense qu'aujourd'hui, on va mettre les œuvres grégoriennes au même plan que du zizi boum boum, ou dans la même liturgie, on va mettre une pièce grégorienne, une pièce ultra moderne, on voit très bien qu'il n'y a plus de cohérence. Cohérence avec soi-même. C'est-à-dire que... Oui, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'homme classique disait, devant une statue, devant un tableau, devant une pièce de musique, il dirait, cela est beau. Donc on reconnaît un transcendant, ou un transcendantal. L'homme moderne dira, cela me plaît. Oui. Donc c'est moi qui ai la misère toute chose. Oui. Mais Et ça, je pense qu'il y a une coupure sur le plan de la civilisation. complètement, parce que les gens ne reconnaissent pas que déjà l'âme, et l'âme c'est Dieu, et le corps et l'esprit c'est un être. Et donc c'est ça, il faut penser à ça, il faut penser que passage de l'âme dans notre corps, c'est passage de Dieu dans notre corps. Et donc il faut quand même cette énergie pour vivre, parce que ça anime notre corps. Et l'intellectualisme qui met la conscience plus haut que tout, c'est fermer la couvercle par-dessus de la tête. Bon, on va arriver à la fin de notre entretien. Nous vous souhaitons un franc succès.